Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette 3e édition de la journée nationale Race and Care. On va braquer les projecteurs sur le monde des courses. Le monde des courses, c'est toujours des portes ouvertes, mais aujourd'hui, c'est grandes portes ouvertes via le digital pour vous faire partager un petit peu tout cet univers, vous faire comprendre comment au quotidien, on effectue la bien-traitance des chevaux de course. Et je suis pas seule cette année. Jules Siffré est avec moi. On a beaucoup communiqué ensemble sur les réseaux sociaux. Ça va, Jules? Bonjour Marine, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous pour cette journée essentielle à la filière. Ça va être un truc de dingue, j'ai trop hâte, vraiment. Et puis alors on compte sur vous aussi, vous qui êtes des acteurs du monde des courses, vous participez à cette journée. Il n'y a pas que tous les deux, on a besoin d'eux. Oui, tout à fait. On rappelle la petite méthode très simple, on partage des posts, des vidéos sur des savoir-faire, sur du quotidien avec les chevaux et on n'oublie pas le hashtag Race and Care. Race and Care, bien sûr, tout au long de cette journée. Alors notre premier rendez-vous, c'est chez Thibaut Lamarre. Tu connais Thibaut Lamarre, c'est un nom qui te parle? C'est un pionnier, c'est quand même la personne référence dans le trou. Il a plusieurs casquettes, Ouais. il est éleveur, il est propriétaire mais aussi entraîneur. Ouais, et c'est même pas tout, il est tellement investi, comme tu le dis, c'est un personnage incontournable, parce qu'il est membre des commissions de l'élevage, du livre généalogique, des programmes aussi. C'est vraiment un membre très actif du comité de la SETF, c'est la Société d'encouragement du trotteur français. Voilà, on est chez lui. Déjà, le premier décor de cette Ouais. journée, c'est sympa. Ouais, la chance, il y a le soleil, il y a tout. Enfin, franchement, on est en plein kiff là. Et puis Jules, je voulais quand même rappeler à ceux qui nous regardent que tu nous accompagnes aujourd'hui parce qu'alors toi, tu es un sportif de haut niveau, tu as été très haut dans le saut à la perche, et puis il y a eu un moment où il y avait une autre perche qui t'était tendue depuis que tu étais tout petit, et finalement c'est celle-là que tu as saisie. Ouais, tout à fait. J'ai eu la chance de connaître le haut niveau et après, je suis quand même fils d'éleveur et ça a toujours été ma passion. C'est vraiment été une parenthèse, on va dire, à la perche, mais ça m'a amené beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup faire la comparaison avec le haut niveau et le monde des courses. Et je vais essayer d'amener mon petit œil de sportif modeste, on va dire. Et voilà. Et donc éleveur de chevaux au galop et Voilà. d'obstacles en D'obstacles. particulier. Ouais, moi je suis dans la filière obstacles et là on va découvrir le trot aujourd'hui. Donc j'ai plein de questions, ça va être trop bien. Allez, on commence effectivement par les trotteurs, et je crois que... Hey, ça y est, ils sont là. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Thibaut, ça va bien? Ça va? On a pris notre petit rendez-vous annuel. Et voilà. Et c'est Noémie qui est avec nous, c'est ça aussi? Donc Noémie, tiens, je vais venir à côté de vous et puis on va saluer aussi... La championne. C'est la championne? C'est qui nous accueille là? C'est Keen Winner Non. qui court tout à l'heure en personne. Qui court tout à l'heure en plus. Alors Keen Winner, c'est lauréate de groupe 1, c'est une vraie championne, lauréate de Critérium. Ah bah ravi, dis donc, de te rencontrer de plus près cette fois, avant d'aller donc en piste. Et Noémie, donc... Vous nous accompagnez ce matin, Noémie, parce que vous êtes doctorante, vous préparez une thèse, qui est en phase finale d'ailleurs, sur justement la bientraitance des chevaux de course, notamment à l'entraînement, c'est ça, hein? C'est ça, et en plus de la bientraitance, c'est le bien-être global des chevaux de course, donc vraiment comment le cheval perçoit les actions positives qu'on va lui mener, positives ou non d'ailleurs, pour évaluer son bien-être, et je finis ma thèse bientôt. D'accord, moi c'est chouette, ça veut dire que nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, ça fait à peu près 2 ans que vous êtes dedans, vous, au quotidien. Presque 3 ans, c'est chouette. Et Thibaut, alors Noémie, elle nous rejoint aujourd'hui parce que je crois qu'elle est déjà venue plusieurs fois chez vous. Comment vous l'avez accueillie? C'était facile d'accueillir quelqu'un qui vient comme ça un peu observer Alors très franchement, on l'a accueillie mais on ne l'a pas vue. Parce qu'elle était là pour vraiment passer du temps avec les chevaux. D'accord. Donc elle a passé beaucoup de temps avec les chevaux dans leur mode de vie et pas dans l'échange avec nous. Elle n'était pas là pour comprendre ce que nous on faisait, elle était là pour comprendre comment les chevaux le vivaient. Donc c'était l'objet de la thèse, on a mis toute l'écurie à disposition, mais j'ai vu assez peu finalement Noémie qui était là pour observer au plus près le comportement des chevaux et comprendre comment ils vivaient dans notre environnement. Et bien comme ça, Noémie, on va bien la voir aujourd'hui parce qu'elle va passer un petit moment avec nous. Thibaut, on a choisi de venir vous voir pour évoquer donc la bientraitance des chevaux de course au quotidien, que ce soit l'entraînement, les courses, etc. Parce que les courses hippiques, c'est un sport vraiment de haut niveau. Il y a toute une réglementation qui fait que, on parle du code des courses évidemment, mais tout cela englobe aussi la bientraitance et surtout le confort des chevaux au quotidien. On en parle un petit peu ensemble justement, on va présenter cette année particulièrement les évolutions parce que chaque année, le code des courses, il évolue en faveur du bien-être, du confort des chevaux. Il y a eu des petites avancées assez significatives cette année, une grosse avancée d'ailleurs, c'est sur l'usage de la cravache. On en parle un petit peu?
Oui, absolument. L'usage de la cravache a été réglementé dans le sens où aujourd'hui, ça ne peut plus être qu'un signal. Donc, je vais vous faire la... Très clairement, aujourd'hui, la cravache, on n'a plus le droit de l'utiliser avec des mouvements d'amplitude du bras. Ça doit être un simple signal du poignet. Donc, on n'a plus le droit de faire que ça. C'est important de garder ce signal, mais il n'y a plus de coup de cravache, tout simplement. Donc, dans l'expression coup de cravache, on a l'impression que c'est courant, sauf qu'un coup reste un coup. Et donc, on a banni ça des courses. Aujourd'hui, on a gardé le signal. Et ben, c'est génial parce que les records tombent. Ah ouais. Avec cette nouvelle façon d'utiliser la cravache. Et ça montre que quand on accompagne nos chevaux vers l'effort, ils sont parfaitement prêts à ça. Et on n'a pas besoin d'autre chose que de leur indiquer le moment de l'effort ultime. Et ils le font magnifiquement. Les records sont tombés fin juin sans cravache justement. Donc c'est absolument génial. Les courses sont d'autant plus belles à regarder. Et voilà, ça a été super bien accueilli par l'ensemble des drivers qui jouent vraiment le jeu. Et les chevaux répondent super bien. Ça a bien été amené. Je veux dire, nous dans le sport, quand il y a un changement de règle, je sais que les sportifs, parfois pour s'adapter, c'est compliqué. Vous, les drivers, ils ont bien accueilli la chose, ils ont su s'adapter facilement. On s'y projetait pas très bien parce que c'est un réflexe, c'est une habitude prise. Donc c'est pas facile de casser ses habitudes. Et finalement, je pense que tout le monde était surpris même de soi-même, c'est qu'on est très facilement passé à l'autre mode d'utilisation. Notamment parce que ça marche quand même super bien. Et donc on n'a pas le manque de l'utilisation qu'on en faisait avant. Et c'est en très grande partie très très bien passé. Donc on a réussi mieux que le plan à changer nos habitudes assez radicalement. Et Thibaut, finalement, pourquoi on ne se dit pas aujourd'hui, puisque on s'en sert presque plus, pourquoi on ne l'apprend plus en fait? Pourquoi ce stick, on en a encore besoin? Je crois qu'il y a quand même une notion de sécurité aussi. Oui, et puis c'est un signal qu'on donne au cheval. Donc ne serait-ce que de la mettre sur le côté, de l'agiter, voilà, ça nous aide à le contrôler, ça nous aide dans la commande, dans les indications qu'on donne au cheval. Donc à partir du moment où son utilisation est parfaitement cadrée, comme c'est maintenant le cas, il n'y a aucune raison de se priver de cette façon de communiquer avec le cheval et d'indiquer et de diriger notre cheval. Ouais, quand on préparait l'émission avec Jules, on disait c'est vraiment l'extension du bras en fait pour donner les indications, pour guider le cheval, pour sa sécurité aussi, pour la sécurité de notre peloton. Ça. Au galop, c'est la même chose. D'ailleurs, ça a beaucoup évolué. On est passé à seulement 4 sollicitations avec la cravache autorisée. En cas de plus de 4 sollicitations, le cheval serait distancé, donc la sanction, elle est quand même très lourde. Et aujourd'hui, les jockeys, vous le verrez sur les courses de galop, par exemple, ça, Jules, tu connais bien ça, ils doivent garder la cravache orientée vers le bas et ils ne peuvent pas la lever plus haut que l'épaule du cheval. Voilà, exactement. On peut comparer ça, je pense, à une barre de guidage, tout simplement. C'est une sollicitation vraiment pour orienter le cheval. Nous, dans le galop, on dit que les jockeys sont des pilotes. Donc vraiment, c'est pour piloter notre cheval et plus pour le canaliser que de le solliciter, contrairement à ce qu'on pouvait penser avant, à vraiment le cravacher. Le mot cravache est un peu puissant, je trouve. C'est vraiment une barre de guidage, je trouve, plus qu'autre chose, surtout quand on arrive sur les obstacles. C'est une sécurité. Non, mais c'est ça. Et puis, je pense que l'obstacle, il faut tendre le ressort avant de sauter. Le trot, pour garder la cadence du cheval, on a besoin d'une pression constante dans les mains. Donc, juste poser la cravache sur la fesse du cheval, juste le frôler, le toucher, c'est une indication de garder une allure énergique et de venir en appui vraiment comme il faut dans les mains. C'est indispensable à l'équilibre, je pense, pour sauter. Et c'est indispensable, ce contact dans la main, pour garder la bonne cadence et pour se placer dans le peloton et surtout être prêt à décaler, à doubler, à l'injection. Donc, la cravache, elle aide au bon contact de la main, elle est indispensable pour ça. La cravache, elle aide, voilà, c'est le mot de la fin pour cette partie-là qui est intéressante. Alors, la cravache, c'est une aide extérieure. Il y a quelque chose qui est indispensable au bien-être, au confort des chevaux. Direct, ce sont les pieds. Et ça, il y a plusieurs choses dans le monde du trot. C'est différent au galop, mais au trot, on peut laisser les chevaux ferrés, on peut les déferrer, on peut les plaquer. On fait une petite revue un peu de ça avec vous, Thibaut? Oui, quand ils ont un équilibre parfaitement travaillé, ils sont plus efficaces déferrés. Alors évidemment, les 100 grammes, 200 grammes d'infer par rapport au poids d'un cheval, ça peut paraître dérisoire,
Sauf qu'avec la force centrifuge, c'est de l'amplitude de mouvement. Plus le mouvement est grand, moins il y a de répétabilité dans la foulée. Donc quand on déferre, on a un mouvement plus efficace et on a des chevaux vraiment plus compétitifs. La seule chose, c'est qu'on perd un peu de pied sur les surfaces sablées. Ça veut dire que c'est abrasif et que Voilà. le pied se donc, ronge un peu. Toute la partie extérieure du pied où on met les clous quand on ferre n'est pas sensible. Et donc, quand la paroi du pied est de bonne qualité, on peut courir déferré sans aucun risque pour le cheval. Mais quand cette paroi vient à diminuer, ça peut éventuellement créer un inconfort, voire de la douleur pour le cheval. Donc ce qui a été fait par rapport au règlement, c'est d'assurer un nombre de déferrages dans l'année qui laisse le temps nécessaire à la repousse du pied. Okay. Ah, c'est réglementé quand même. C'est pas ce qu'on veut, non, absolument pas. Sur l'herbe, il n'y a pas de problème, mais on n'use pas le pied. Mais pour s'assurer d'une bonne repousse entre des déferrages, on a limité le nombre de déferrages par an. D'accord. On peut regarder un petit peu comment ça se passe. Oui, absolument. Parce qu'évidemment, dans ce déferrage-là, quand on... Voilà, là, Keane... Est-ce que vous voulez qu'on la tourne pour... Est-ce que vous voyez bien? On est peut-être à contre-jour. Allez, on va la tourner, comme ça, je vais vous montrer le truc de manière assez précise, parce que vous allez comprendre comment on peut optimiser en gardant un maximum de confort. Donc Keane, elle court tout à l'heure à Anguin. Donc elle est sur sa configuration optimale. Donc derrière, elle a des pieds de bonne qualité, elle sera déferrée, mais devant, regardez ce qu'elle a. Ici, elle a un fer d'entraînement. D'accord. Ce fer, là, on est clouté. Là, elle est ferrée pour l'entraînement et pour ses hits. Okay. Après les hits, on enlève les clous là, on arrache le fer, on enlève le fer, et elle va se retrouver avec simplement cette fine partie de caoutchouc, cette petite plaque en caoutchouc qu'on voit aussi ici, collée sur le pied. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucun clou. Mais ça la préserve et ça la protège quand même. Elle aura de la souplesse. Le pied va travailler naturellement avec la résine. Mais regardez, on a une épaisseur supplémentaire qui va permettre de préserver toute la partie sensible du pied qui est ici. Donc, pour compenser, quand on ne peut pas déferrer mais qu'on veut optimiser nos chances, eh ben on a ces artifices, ces solutions-là techniquement. La jument, elle va être très très léger, très naturelle, mais avec le pied, toute la partie sensible du pied complètement préservée. D'accord. Et donc, en fait, vous êtes constamment, tout le temps, en train d'adapter chaque cheval à chaque ferrure. Chaque ferrure est particulière. Chaque ferrure est propre à chacun. Chaque surface. Et oui, le poids du fer a une incidence directe et le confort. On a des plaques, on a des plaques pleines, on a des plaques qu'on peut clouter. D'accord. Et on garde aussi des fers qui peuvent être d'un poids complètement dérisoire. C'est rien, y a rien du tout. Donc là, on est sur de l'alu. Voilà. Et ça, c'est toutes les solutions techniques pour quand on ne peut pas déferrer parce qu'on créerait un inconfort. Et sinon, quand on peut déferrer, on le fait dans un espace maîtrisé qui permet la repousse du pied. Et Thibaut, il y a quand même une réglementation aussi, d'ailleurs, qui a évolué cette année, pour cette saison-là, par rapport aux jeunes chevaux. On ne défère pas avant l'âge de 4 ans, la saison de 4 ans, et même avant, il n'y a plus plaque, plus rien du tout, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pour garantir un amorti maximum avant la maturité complète du squelette. Et les chevaux, quand ils sont jeunes, ils sont encore en croissance. Donc, pour s'assurer de les faire durer dans le temps, sur les recommandations d'études du CIRAL, sur les recommandations du professeur Denoy, qui fait partie du comité du trot, on a, en fonction de ce qu'ils ont observé, on a adapté les règles de déferrage à ce que le CIRAL a indiqué d'un point de vue vétérinaire. Donc 2 ans, 3 ans, puisque les trotteurs peuvent commencer les courses à l'âge de 2 ans. On reste ferré, c'est qu'à partir de l'âge de 4 ans qu'on peut déferrer. Et comme vous le disiez tout à l'heure, pas plus de 15 fois dans l'année, je crois, il y a cette réglementation vraiment faite pour que le confort les pieds des chevaux soit respecté. Ça ne te rappelle pas un peu, toi, Jules, c'est pareil, vous, dans le sport, dans l'athlétisme, les chaussures, etc., c'est quelque chose les pieds, c'est important. Hein. C'est primordial parce que sans les pieds, on ne pourrait pas faire du saut à la perche, enfin pour ma part. Mais oui, c'est sûr que et nous, ça évolue tous les ans. Je veux dire, les pointes qu'on va mettre dessous, on a des petites pointes de 6 mm, il existe du 9 mm aussi pour les crosses.
et ça fait que évoluer. On va retrouver des lames carbone, on va retrouver donc l'évolution m'impressionne dans les chevaux, c'est pareil dans les humains, mais j'ai l'impression qu'on évolue aussi très très vite dans les chevaux. Et il y a aussi cette notion de respect et de contrôler, de remise en question, j'ai l'impression perpétuelle, qui fait que le bien-être est toujours là, quoi. Mais il faut comprendre que c'est une condition de la réussite, le bien-être. Parce qu'un cheval qui a mal est un cheval qui se reprend, est un cheval qui perd le moral. Donc, c'est une condition indispensable pour réussir. Donc, le confort qu'on donne dans un pied, il est absolument indispensable. Si un cheval a mal au pied, c'est qu'on a raté notre travail et que la performance, elle s'en ressent directement. De toute façon. Alors, on parlait de respect. Moi, je vous propose qu'on respecte la tranquillité de la championne qui va quand même aller courir dans quelques heures maintenant à Enghien. Alors, on parle de bientraitance à travers des réglementations et puis du bon sens, parce que finalement, là, ce qu'on entend, là, préserver les pieds des chevaux, c'est aussi du bon sens, et c'est chouette qu'on ait fait ces recherches pour qu'on puisse faire du mieux possible. Mais je pense que la bientraitance, Noémie, vous en avez été témoin d'ailleurs, c'est au quotidien, en fait, dans les écuries. C'est ce que vous avez pu observer aussi, que la bientraitance, il y a plein de choses qui se font avec du bon sens aussi, au quotidien. Exactement. On peut prendre l'exemple, le cheval, ça reste un cheval, c'est un animal social, c'est un animal qui vit normalement dehors. Et c'est vrai que parfois, dans le monde des courses comme dans le monde de l'équitation, on a tendance à les mettre souvent au box, etc., ce qui ne respecte pas forcément leurs besoins fondamentaux, qui sont d'avoir des contacts sociaux, d'avoir un accès à de la liberté, donc pouvoir se déplacer librement, et de pouvoir manger toute la journée, parce que les chevaux mangent une bonne partie de leur temps. Et du coup, c'est ce qu'on a vu chez le trotteur, c'est qu'on respecte quand même ces 3 F qu'on appelle pour Friends, Courage and Freedom. Alors, les 3 F, c'est Friends, Courage and Freedom. Donc des amis, du foin, voilà. Et de la liberté. Et de la liberté. De la liberté, donc, Alors, regardez, elles partent pour une journée de temps libre. Voilà. Ah bah super. Ça, ce sont 2 juments de course. Mais je vois là, tu mets tes chevaux, Thibaut, vraiment, ils sont tout le temps dehors. Tu les mets au paddock, alors là, il fait beau, on est en été, mais même l'hiver, tu les mets dehors. Oui, en écoutant Noémie, on va pouvoir vous montrer les quartiers d'hiver. L'été, on les met à l'herbe le plus possible. Là, elles partent pour un temps libre de toute la journée. Et ça, elles adorent. Il y a cette notion de liberté, en fait, après l'effort sur la piste, le réconfort et d'être vraiment avec les copains dans l'herbe. Ça, c'est hyper important pour toi de les mettre vraiment au vert, on peut dire. Plus on les approche de leur état naturel, mieux ils sont. Ils sont faits pour vivre comme ça. Donc, le bien-être pour eux, c'est disposer de ce temps-là et c'est de l'échange, c'est leur vie sociale aussi. Ils sont faits pour ça. Et en hiver, on compense. Évidemment, les terrains ne sont pas praticables pour les chevaux. Donc on compense par des aires sablées et avec des cabanes pour qu'ils puissent rester tout en étant au sec un maximum de temps dehors. C'est sympa là. Chacun leur petit paddock, quand leur on petit démarre, abri. on est obligé, oui. Oui, évidemment. Chacun son espace assez grand, son abri en cas de besoin. Ce qu'on se rend compte aussi, on le disait Noémie à l'instant, c'est que on aurait peut-être tendance à penser, quand on a en plus dans ses box une jument comme King Winner et d'autres champions, on aurait envie de les mettre un peu sous cloche, de les surprotéger parce que c'est des champions, parce que c'est beaucoup de travail, parce que voilà, on aurait tendance à voilà. Et il faut pas faire d'anthropomorphisme finalement quand on parle de la bientraitance, quand on parle parce que c'est des chevaux et c'est dans leurs conditions de chevaux qui donneront le meilleur en fait. On tremble un peu quand on met un cheval de course, quand on l'introduit dans un groupe. Parce que les premiers échanges, le cheval il a sa vie sociale et sa hiérarchie. Et il prend sa place. Et si le bon cheval ne prend pas un coup, c'est mieux. Si le copain, voilà. Donc on tremble un peu. Une fois que les groupes sont constitués, on évite de tout le temps les changer. Mais malgré tout, l'autoritaire s'épanouit à dominer son groupe et le plus faible est rassuré du fait d'être dans un groupe. Donc ils ont besoin de ça. C'est l'expression de leur caractère. Leur caractère, on en a besoin dans la compétition. Ils doivent s'épanouir avec leur personnalité. Donc le fait de vivre en groupe comme ça contribue largement à ça. Oui, en plus, moins on les met souvent ensemble, plus ça va être difficile aussi le contact avec d'autres chevaux, donc des chevaux qui ont été séparés depuis
depuis l'élevage, donc depuis le sevrage et qui ont été seuls, c'est plus difficile de les réintégrer, alors qu'il y a des chevaux qui, depuis qu'ils sont petits, ils sont en groupe et là c'est beaucoup plus simple pour eux d'être en groupe. Noémie, d'ailleurs, alors votre thèse, on le rappelle, parce que vous êtes au sein de l'INRA ou l'INRAE, comme on peut dire, c'est l'Institut national de l'agriculture et de l'environnement. C'est ça, exactement. Et votre thèse, elle est en partenariat bien sûr avec la FNCH, la Fédération nationale des courses hippiques, avec l'IFCE aussi. Et alors, je crois que vous êtes en pleine restitution parce que c'est au mois de septembre, c'est ça, que votre thèse sera terminée. J'imagine qu'il y a déjà des premières conclusions, des premières observations en tout cas, qui vous ont particulièrement marqué, qui vont être au cœur de cette thèse. Oui, tout à fait. Donc la première année, donc l'étude où Thibaut a participé, c'était vraiment sur le cheval dans son environnement. C'est pour ça qu'il a dit que j'étais pas souvent là. En fait, j'étais là à regarder les chevaux et donc je notais leur comportement toutes les 3 minutes sur des heures et des heures. Donc ça fait beaucoup de données. Et en fait, ça m'a permis de voir déjà que, donc comme je disais tout à l'heure, les trotteurs, ils vivent dans des environnements plutôt avec accès au fourrage, accès aux contacts sociaux, etc. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a quand même des choses un peu plus négatives, donc on va dire des facteurs de risque qu'il faut prendre en compte, notamment les lésions au niveau de la commissure des lèvres qu'on retrouve régulièrement quand même chez les chevaux trotteurs et galopeurs, qui sont dus parfois à l'utilisation de morts un peu forts ou où on va trop tirer sur la bouche du cheval, etc. C'est quand même une partie sensible, donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. Les lésions au niveau des membres chez les trotteurs, donc qui ont aussi vu l'allure, ils peuvent se blesser, etc. Ils sont très protégés les chevaux parce qu'ils ont quand même beaucoup de protection, mais même les protections ils peuvent tourner, etc. Donc voilà, ça arrive. Et puis là, j'étudie aussi les expressions faciales des chevaux après un exercice. Donc pour regarder, en fait, en regardant la tête du cheval après son exercice, on peut savoir s'il a fourni un effort important ou un effort moins important. Et donc c'est ça que je suis en train de publier aujourd'hui. Et je m'intéresse aussi au sommeil du cheval de course. Et bon, là, j'ai travaillé surtout sur les galopeurs. D'accord, ok. Et l'étude, ce serait une étude au niveau du sommeil via des capteurs ou via toi, tu observes en pleine nuit, pendant toute la nuit, toutes les 3 minutes? C'est un peu ça quand même. D'accord, donc ok. j'ai installé des caméras dans les box. Et donc je suis en collaboration avec des chercheurs britanniques. Et en fait, ils ont établi un éthogramme pour savoir dans quelle phase de sommeil on est. Donc je ne sais pas si vous savez bien comment on dort, mais on dort dans 2 phases particulières. Le sommeil on va dire paradoxal et puis le sommeil de léger à profond. Et en fait, suivant la position dans laquelle il est, on peut savoir dans quelle phase de sommeil il est. Et en fonction du nombre de réveils qu'il a dans la nuit, on peut établir la qualité de sommeil du cheval, qu'on essaie de relier du coup aux performances et aux comportements anormaux qu'ils vont aussi faire dans leur box. On fait vraiment des parallèles avec le monde du sport de haut niveau, parce que ça, le sommeil dans le monde du sport de haut niveau, c'est capital. C'est primordial parce que si de toute façon un athlète qui ne dort pas, ça deviendrait très très compliqué. Et si on arrive à 40% sur une compétition, je vous fais pas de dessin, les autres vont arriver à 100% et la performance sera pas là. Noémie, votre thèse, elle a pour but, alors j'imagine pas de venir en contrôle, un petit peu venir pour critiquer, c'est vraiment pour prendre le temps, ce que certains parfois dans les écuries n'ont pas le temps, aussi de prendre le temps comme ça, d'observer, parce qu'on est pris par le rythme, la compétition, l'entraînement, et de prendre le temps pour pouvoir continuer à mettre en place, à faire évoluer, à trouver de bonnes pratiques, faire gagner du temps finalement aux équipes pour pouvoir mettre en place des petits automatismes, c'est un peu ça, hein. Oui, tout à fait. C'était surtout de faire un état des lieux de ce qui se passe en France, des problématiques qu'on a, des choses qui sont bien, pour justement en parler et aider les professionnels à avoir plus d'outils pour évaluer le bien-être de leurs chevaux et aussi savoir sur quoi il faut faire plus ou moins attention. C'est pas du tout dans un rôle de contrôle. D'ailleurs, les premières fois où je suis arrivée dans les écuries, on m'a pas trop pris comme ça quand même, alors que j'arrive et je dis je vais juger le bien-être de vos chevaux. C'est plus dans un rôle collaboratif et eux et les entraîneurs aussi ont leur expertise qui m'ont permis aussi d'ajuster mes protocoles en fonction de comment ça se passe dans le milieu des courses. Ouais, ils l'ont bien pris, ils l'ont pris comme une amélioration, comme une évolution de leur filière et de leur pratique. Plus qu'une observation, de critiquer, de dire c'est pas bien ou quoi. Donc ils l'ont pris du bon côté, heureusement d'ailleurs. Oui. Sinon ça aurait pu mal se passer. Donc. Mais toi d'ailleurs qui es éleveur, Jules, tu as des petits trucs comme ça, des petites astuces que tu as mis en place, parce qu'on le dit encore une fois, alors la bientraitance, il y a des choses, il y a des réglementations, etc. Mais il y a aussi du bon sens parfois. Il y a des petits trucs, toi, des petites choses que tu as mis en place ou que tu aimes bien faire. Avant tout, moi avec mon père Thierry, il est issu du monde agricole de base, donc on parle de bon sens paysan. La pratique qu'a Thibaut avec ses chevaux en lot,
je trouve ça génial parce qu'il faut aussi qu'ils se fassent leur caractère. Il faut les mettre dans du coton, mais ne pas trop les protéger non plus, parce qu'on va leur demander aussi d'être des guerriers, d'être des athlètes de haut niveau. Donc il faut qu'ils s'affirment et il faut qu'ils aient leur propre caractère, et de les élever en lot. Je trouve que c'est un bon moyen de les laisser s'affirmer et de montrer leur meilleur, le meilleur de leur caractère. Ouais, d'être dans leurs conditions. C'est ça. Regardez. Noémie, c'est vous qui teniez à nous amener ici parce que cet endroit, il vous a particulièrement marqué, je crois. Et là, on le voit de nous-mêmes. Exactement. Ce que j'aimais Enchanté. beaucoup dans les écuries et surtout dans celle-là, c'est d'avoir des groupes sociaux en fait de chevaux qui évoluent ensemble, et on le voit, c'est souvent des chevaux qui sont très proches de l'humain. Ça aussi c'est important, parce que si on a des relations négatives avec le cheval, peut-être Thibaut pourra vous en parler, mais ça se passe pas bien quand on va les driver forcément. Donc c'est important d'avoir une relation positive, et quand ils sont dans un environnement positif, souvent les relations sont aussi positives, et là ils ont tout ce qu'il leur faut pour pour vivre dans un bon état, dans des bonnes conditions en tout cas. Hop, les aléas du direct. Et Thibaut, on est où là alors justement? On est au milieu du lot de 2 ans, donc c'est des juments en pleine formation. La plupart sont déjà qualifiés. Mais voilà, depuis que le temps le permet, elles vivent ensemble dans ce grand paddock. Il faut leur faire confiance. Ça veut dire qu'une fois que la hiérarchie est établie, elles ne se font pas mal entre elles. Au début, quand elles s'expliquent, on peut se faire peur, mais finalement, il y a très peu d'incidents, et surtout le fait qu'elles soient quasiment tout le temps dehors fait qu'il n'y a pas le moment où elles sortent. Si on n'est qu'1 heure par jour dehors, quand on sort du box, ils sont déchaînés, ils partent plein pot, et là ils partent très vite, à froid, ils peuvent se blesser. Donc en vivant le plus comme ça, le plus c'est bien que en plus c'est pas des pots de colle, c'est ça qui est pratique. C'est génial. Mais voilà, elles sont bien dans leur vie comme ça, et c'est tout à fait compatible avec l'entraînement, puisqu'elles sont super bien qualifiées, la plupart, elles ont vraiment répondu aux attentes. Donc au plus près, on peut pas faire des écuries actives dans le trot dans les courses, parce que la mise en œuvre est trop délicate, mais de se rapprocher malgré tout de cet état d'esprit-là et d'être au plus près simplement de leurs conditions naturelles. Ils sont juste faits pour vivre comme ça. Donc nous, ça nous facilite vraiment la tâche de garder ce côté naturel tout en amorçant leur carrière sportive. Mais c'est chouette, vous parliez d'écurie active, vous pouvez vous renseigner parce qu'il y a plein d'informations sur les réseaux sociaux, sur ce type d'écurie qui se remet de plus en plus beaucoup dans les sports équestres, majoritairement, c'est vrai, des écuries où on laisse les chevaux un peu vivre, se nourrir par eux-mêmes, etc. Mais comme vous le disiez, là, on est sur de la compétition du haut niveau, et déjà, ils ont une condition géniale. Noémie, donc la thèse sera rendue au mois de septembre, c'est ça, avec plein de nouvelles observations et plein d'avancées pour... Oui, vous êtes là. Vous êtes trop mignonnes, les filles. Donc merci de nous avoir apporté toutes ces informations, et je pense qu'on entendra parler de la suite de cette thèse, encore une fois, pour venir apporter pas mal de choses. Thibaut, est-ce qu'il y a, avant de terminer, parce que alors on va commencer à vous le dire, on lui a réservé une petite surprise à Jules. Il n'est pas au courant, il ne sait pas. Thibaut, lui, il est dans la confidence. On y revient dans un petit instant. Depuis que Noémie est passée, avec les échanges que vous avez pu avoir, il y a des petites choses que vous avez mis en place, des nouveautés finalement, des nouvelles actions ou des nouvelles façons de faire? Pas encore, parce que j'ai pas la totalité de la thèse, et les premiers retours validaient plutôt cette pratique au plus proche de l'état naturel. Donc finalement, j'étais bien content de voir qu'on était assez dans le vrai pour les chevaux, qu'ils le vivaient très bien. Mais on va suivre notamment sur les sujets du sommeil, et ces sujets-là, on sait à quel point c'est indispensable à la performance. Donc on va suivre de près les conclusions, mais j'étais assez contente de voir que finalement ça collait pour les chevaux, y compris quand on les analysait avec un regard extérieur et complètement objectif. Bon, là, c'est chouette quand même de se dire qu'on est peut-être avec les futures championnes de demain, qui sont là vraiment à venir nous faire un petit coucou. C'est là qu'on voit qu'elles sont venues d'elles-mêmes, elles étaient quand même au bout du pré, elles sont venues à notre rencontre, et ça c'est déjà un très joli moment pour ce matin. Et on va faire une petite pause. Jules, tu sais pas du tout ce qui t'attend là, c'est ça? Non, mais là tu commences à faire un teaser et ça me fait de plus en plus peur. J'ai un peu les papillons là, je sais pas. J'aime bien. Le pire. J'aime bien quand vous avez des petites surprises comme ça. Alors ce que je vous propose, c'est que tu vas partir avec Thibaut, il va t'accompagner, et puis nous on va se retrouver donc en live, bien sûr, dans une petite dizaine de minutes pour
un petit moment assez sympa, Jules et Thibaut ensemble. J'imagine que vous avez peut-être déjà une petite idée. Et en attendant qu'on se retrouve, c'est à vous, les acteurs des courses, de continuer à poster vos vidéos, vos photos, de ne pas oublier le hashtag Race and Care. Et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes, petite séquence assez sympa, je crois. Ça m'amuse de savoir qu'il panique un peu. Ça m'amuse. À tout de suite.